Bonjour à tous et bienvenue dans cette session de présentation du service Elastic Load Balancer. Alors comme d'habitude on va passer l'introduction, les fonctionnalités, les cas d'usage, un petit résumé. En fait il y en aura 3 puisque vous allez voir qu'il y a 3 différents types d'Elastic Load Balancer et on passera à la pratique pour ceux qui ont le temps. Alors en introduction, on va pouvoir étudier les grands principes fondamentaux, j'allais dire, de l'équilibreur de charge élastique. Alors on va commencer par le fait qu'il soit réparti sur une ou plusieurs zones de disponibilité. Deuxièmement, vous pouvez activer la répartition multizone, donc le cross-zone balancing, qui va vous permettre, si vous ne l'activez pas, de répartir sur toutes les instances d'une zone de disponibilité, et si vous l'activez, de répartir uniformément sur toutes les instances présentes dans toutes les zones de disponibilité que vous aurez sélectionnées dans votre configuration. Alors ensuite on a les sticky sessions, les sessions permanentes ou les sessions d'affinité, tout dépend de l'école. C'est tout simplement la capacité d'une session à rester figée sur un serveur d'application. C'est-à-dire que soit l'application gère les cookies, alors les cookies pour ceux qui ne savent pas, ça vient des Magic Cookies d'Unix, qui était en fait un système d'exploitation dans les années 70 à 90 qui œuvre toujours aujourd'hui et qui est un peu l'origine de l'informatique. Et qui utilisait déjà des petits fichiers texte en fait. Donc aujourd'hui on a diminué le nom, on appelle ça cookie. C'est des tout petits fichiers texte dans lesquels la session applicative vient renseigner tout un tas d'informations sur l'utilisateur, ce qui lui permet en fait de garantir, on va dire, un état de situation de l'utilisateur. Alors c'est un peu controversé puisque justement ces informations peuvent être confidentielles et c'est pas forcément ultra sécurisé, mais bon, ça c'est la responsabilité des développeurs, on n'est pas là pour juger de ça. Toujours est-il que donc le développeur, soit il gère les cookies au niveau de son applicatif et donc il va pouvoir configurer le temps d'expiration de la session, et si c'est le cas, à ce moment-là il va falloir qu'il avertisse l'équilibreur de charge pour synchroniser en secondes en général, il me semble, on va mettre 600 secondes pour 10 minutes, et comme ça, lorsque la session côté applicatif a besoin d'être renouvelée, à ce moment-là, l'équilibreur de charge va en faire de même. Alors c'est bien beau, mais pourquoi du coup le sticky session? Eh bien tout simplement parce que par défaut, l'attribution, le routage, le trafic est redirigé vers l'instance des zones de disponibilité qui en fait le moins, enfin qui est le moins chargé. Voilà, alors cette répartition permet d'avoir une répartition uniforme, c'est-à-dire que je prends la moins chargée, je la charge, et ainsi de suite, et au bout d'un moment, donc elle devient plus chargée que les autres, du coup je répartis sur les autres. Donc cette méthode est utilisée pour la répartition. Et du coup, le sticky session, lui, va garantir que l'utilisateur, une fois qu'il aura été authentifié, qu'il aura ouvert une session sur un serveur, eh ben, qu'il y soit sticky, ce qui veut dire collé. C'est-à-dire que la session, elle sera permanente, et on peut dire par affinité, c'est-à-dire qu'il va augmenter l'affinité avec cette instance, pour pouvoir fluidifier. Pourquoi? Parce que si on l'envoie sur une autre instance, il va falloir qu'il y ait une gestion du cookie, des informations de son historique. Est-ce qu'il a mis des choses dans son panier? Est-ce qu'il est en cours de paiement? Enfin, imaginez bien que c'est pas magique, il faut bien que les informations d'une session en cours soient vivantes et connues. Donc idéalement ce qu'on fait, c'est qu'on laisse l'utilisateur sur son instance de connexion originelle, et ça simplifie grandement les choses. Par ailleurs, donc on va avoir le health check, donc la vérification de santé des instances. Donc on connaît bien maintenant comment ça marche dans AWS, hein, on a des métriques, on les analyse. Alors on a plusieurs requêtes possibles, on a la vérification par
ping, c'est-à-dire on envoie un Octane, on le renvoie et on mesure le temps, donc on sait s'il est vivant déjà, si au bout d'un moment, si le temps a expiré, il n'a pas répondu dans le temps imparti, bah déjà on voit qu'il est plus disponible. Ensuite on a le requêtage HTTP, qui lui va nous permettre de tester à plus haut niveau, au niveau applicatif. On va savoir que pour faire une requête HTTP, il faut un serveur web. Donc forcément, si le serveur web répond, ça veut dire qu'il est en fonctionnement, qu'il est en bonne santé. Toutefois, si on fait un ping, bah, ça ne veut pas dire que le serveur web, lui, fonctionne toujours. Vous voyez ? Donc après, voilà, il y a une certaine granularité qui vous est offerte, qui vous permet de choisir quel est le niveau de vérification que vous voulez faire. Ensuite, il y a d'autres métriques. On imagine bien qu'on peut analyser pour savoir où répartir la charge. Bon, ben voilà, faut connaître la charge. Enfin voilà, donc ces vérifications de santé sont disponibles, mais pourquoi elles sont là? Eh bien tout simplement parce que si vous avez besoin de répartir du trafic, eh bien il faut savoir sur quel serveur l'envoyer, et pas uniquement lié à la charge, il faut aussi savoir que le serveur est bien vivant. Donc si vous avez un tableau des serveurs vivants et un tableau des serveurs non disponibles, et vous pouvez les passer de l'un à l'autre, d'un état à l'autre, et surtout interrompre l'envoi des données sur des serveurs qui ne sont plus disponibles. Et du coup, grâce à ces métriques, avertir les autres services pour prendre les contre-mesures nécessaires en fonction de l'impact que ça peut avoir sur votre haute disponibilité, puisque l'ELB, c'est véritablement le service qui offre la haute disponibilité. C'est lui qui va répartir le trafic sur plusieurs instances, et s'il arrive un impondérable sur une instance, que ce soit sur l'instance elle-même, sur le système d'exploitation ou sur le logiciel, à ce moment-là, il va la noter comme indisponible et interrompre. Du coup, pour l'utilisateur, ce sera transparent et on aura véritablement une application à haute disponibilité. Du coup, on recoupe les fonctionnalités qui sont offertes par le service ELB, puisqu'il permet d'avoir un accès d'entrée unique. Donc, ce service est capable de répartir, puisqu'il reçoit l'intégralité des requêtes. Donc, une fois qu'il les a reçues, il répartit en fonction d'un certain nombre de règles qu'on a déjà vues, et il offre la possibilité d'être transparent, c'est-à-dire que l'application ne voit pas qu'en fait il y a plusieurs instances, l'utilisateur ne voit pas qu'il y a plusieurs instances, personne ne se rend compte de rien, et on a une capacité de mise à l'échelle et de haute disponibilité grâce à ce processus de répartition. On a aussi la possibilité d'offrir un découplage des environnements d'application. Par exemple, en se positionnant dans un sous-réseau public ou dans un sous-réseau privé, on a la possibilité de mettre son application en disant tel morceau de l'application va être hébergé par telle instance, puis telle autre fonction de l'application va être hébergée vers une autre instance, et à ce moment-là, on va dire à l'équilibreur de charge, eh bien tout ce qui relève de ce type de fonction de l'application va aller sur l'instance 1, et 2, et 3, et tout ce qui relève de l'instance de la fonction B va aller sur l'instance 5, 6 et 7. C'est un exemple, et du coup, la capacité de l'applicatif, c'est de pouvoir avoir des microservices, et dans ces microservices, on peut imaginer qu'il y en ait un, ce soit par exemple SNS, le service qu'on a vu précédemment. On peut imaginer qu'il y ait des requêtes qui soient exécutées sur DynamoDB, etc. Et donc avoir vraiment une application qui soit découplée pour permettre justement la répartition sur des infrastructures qui offrent la capacité de haute disponibilité ou la tolérance à la panne, puisque c'est véritablement ça, toujours disposer d'une infrastructure dite sans SPOF, c'est les Single Point of Failure,
C'est-à-dire qu'on doit avoir tout le temps toutes les fonctions de nos applications doivent être hébergées de manière à ce que les infrastructures soient hautement disponibles et tolérantes à la panne. On ne peut pas avoir une application où à un endroit de son cycle de vie, il y ait une seule instance, un seul serveur ou un seul lien réseau en capacité de répondre. Alors déjà parce que ça crée un goulot d'étranglement, c'est-à-dire que si on a une seule machine, eh ben, elle ne pourra pas forcément monter, accepter la mise à l'échelle, et puis deuxièmement, si elle tombe en panne, à ce moment-là on perd tout. Et là, la panne, imaginons que ce soit une carte mère qui est grillée et que votre fournisseur vous dise bah, il faut 3 semaines pour la remplacer, bah, c'est fini. Vous voyez, la production s'arrête. Donc, en fait, il faut déjà partir du principe, comme le dit Werner Vogel, le docteur en informatique qui a créé AWS, qui est le CTO, le Chief Technical Officer d'AWS, il dit partez du principe que tout tombe tout le temps en panne. Il a écrit une thèse sur la haute disponibilité et sur la tolérance de panne, qui est un chef-d'œuvre. Voilà, partez du principe que tout tombe tout le temps en panne. Donc si vous avez une application monolithique, déjà c'est pas la peine d'imaginer la mettre dans le cloud, ça n'a que très peu d'intérêt et peu de sens, et en plus économiquement ce sera pas intéressant, puisque le cloud, l'intérêt c'est le paiement à l'usage. C'est plus je consomme, moins je paye. Et donc surtout, moins je consomme, moins je paye, dans le sens où on ne paye jamais pour une machine qui ne fait rien, puisque une machine qui ne fait rien, elle est éteinte, jusqu'à tomber jusqu'à une seule machine. Donc on retombe toujours à la taille minimale nécessaire pour que l'application fonctionne. Et si en plus on a une application découplée, que les différentes fonctions de l'application tournent en microservices, que ces microservices sont répartis sur des infrastructures ou vers des services, on peut imaginer qu'un microservice soit rendu par DynamoDB pour exécuter certains codes en serverless, qu'on puisse avoir des notifications qui tournent dans SNS, qu'on puisse avoir des bases de données qui soient alimentées dans DynamoDB, et tous ces services-là, quand on les utilise pas, on n'a même pas de serveur qui tourne. On n'a absolument rien, puisqu'on va être facturé à la requête. Voilà, donc partez du principe que les applications, idéalement aujourd'hui on les développe en mode web, c'est-à-dire en mode avec un serveur web. Ça permet d'avoir des frontaux web qui reçoivent directement les requêtes. L'application est derrière, donc étant donné que tous les utilisateurs ont un navigateur, avant on utilisait des applications dites lourdes, sous-entendu on installe un logiciel, mais aujourd'hui on peut même accéder à Word et Excel en mode web, voyez. Donc ce n'est plus forcément important d'avoir un logiciel si vous mettez une page web à un utilisateur en disant bah voilà la comptabilité c'est telle application web, etc., etc., et que toutes vos applications sont en web, eh bien ça vous permet d'avoir des développeurs qui utilisent les mêmes technologies, d'avoir un socle unifié et de plus avoir de problème concernant la mise à l'échelle des fonctionnalités, puisque votre application est compatible avec les microservices. Par ailleurs, l'Elastic Load Balancer est celui qui va vous permettre d'offrir aux applications la haute disponibilité et la tolérance à la panne, comme je vous l'ai dit, tout simplement, puisqu'il va pouvoir tenir son tableau des instances en bonne santé et celles qui ne le sont plus. Et également, il va offrir l'élasticité et la mise à l'échelle dynamique de son infrastructure, puisqu'il va pouvoir dialoguer avec les autres services, et surtout dialoguer avec principalement CloudWatch, et permettre de tenir des tableaux de bord de métriques qui vont vous permettre de justement suivre l'activité d'une application vraiment comme le lait sur le feu, en vérifiant que les montées de charge, en fait, idéalement, ce type d'application sert à, comme on l'avait vu la dernière fois, pour le réglage de l'ELB, le réglage de l'autoscaling, le réglage des instances, et souvent a posteriori, puisque normalement on a
tout paramétrer pour que les applications soient scalables et se mettent à l'échelle automatiquement et soient tolérantes à la panne. Tout ce qu'on va pouvoir faire, c'est se rendre compte qu'en fait on a mal provisionné. Par exemple, imaginons que vous ayez la possibilité de provisionner, je sais pas, jusqu'à 3 instances parce que vous avez sélectionné un maximum de 3 et puis que les 3 instances se retrouvent saturées. Vous aurez quand même des problèmes malgré que vous ayez une application avec la capacité de se mettre à l'échelle si vous lui fournissez pas les ressources nécessaires et suffisantes. Voilà, donc il y a a posteriori la possibilité de faire une réunion et de dire bah là on se rend compte quand même que on a de plus en plus de clients, on s'y attendait pas forcément et du coup là on rencontre des saturations, par exemple le vendredi soir, le samedi, enfin XY. Voilà, donc CloudWatch va permettre d'utiliser des tableaux de bord pour centraliser ces métriques, mais l'utilisation réelle des métriques, c'est d'aller parler aux autres services et de dire par exemple autoscaling, là j'ai besoin d'une application, donc CloudWatch s'il te plaît prends cette métrique et dis que cette instance ne répond plus. Et là, CloudWatch va se rendre compte que l'instance ne répondant plus, son groupe minimum de mise à l'échelle n'est plus cohérent avec le paramétrage, et il va dire à autoscaling, il y a ELB qui m'a informé que l'instance machin est tombée, du coup on n'a plus qu'une instance, donc on est vraiment face à un SPOF, donc régénère tout de suite une seconde instance. Du coup, il va régénérer une seconde instance. À ce moment-là, il y a Route 53 qui va venir s'en mêler en disant oulala, le nouveau chemin pour la nouvelle instance, c'est ça. Et entre CloudWatch, Route 53, Autoscaling et ELB, il va y avoir, vous voyez, une communication avec un workflow, un circuit de communication et de travail et de collaboration pour faire en sorte que une nouvelle instance soit provisionnée, que les adresses IP, les points de terminaison, les requêtes HTTP, les URL soient toutes redirigées et disponibles, et ça en quelques secondes, j'allais dire, quelques dizaines de secondes, de façon quasi transparente pour l'utilisateur. Voilà donc ça n'est pas ELB le chef d'orchestre, mais c'est quand même ELB qui est à l'origine de voilà de la détection, et c'est CloudWatch qui lui va avertir, et c'est Route 53 qui fournira les éléments nécessaires pour que tout ça fonctionne correctement. Alors passons maintenant au cas d'usage. Donc le cas d'usage de base d'un Elastic Load Balancer classique, c'est que j'ai un utilisateur qui effectue une requête, et le point d'entrée c'est l'ELB. L'ELB reçoit et redirige les requêtes directement de l'utilisateur en fonction de la session, l'instance la moins chargée, et au bout d'un certain moment, si la session est restée, comme on a dit, en session, en affinité de session ou en session permanente, à ce moment-là, ce sera jusque ce que la session se termine. Puis le lendemain, l'utilisateur revient, eh bien, il sera redirigé vers l'autre instance qui sera celle qui aura le moins de charge le lendemain. Donc véritablement, l'ELB sert à cette allocation dynamique, c'est-à-dire que ça n'est pas prédéfini, c'est automatique, et c'est lui qui va décider quelle instance va recevoir le trafic. Alors là, on est sur une petite application en entreprise avec très peu d'utilisateurs, et on va passer maintenant au cas d'usage où on se retrouve non pas avec un utilisateur, mais plusieurs utilisateurs qui vont s'ajouter aux précédents. Et du coup, ils vont aussi faire des requêtes, et les requêtes vont augmenter et augmenter et augmenter, et donc elles seront réparties dynamiquement
sur, systématiquement, les instances les moins chargées, et étant donné qu'avec un grand nombre de requêtes, les instances vont se charger très vite, eh bien elles vont changer régulièrement, puisque l'instance la moins chargée sera régulièrement différente. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que l'équilibreur de charge lui-même n'est pas non plus lui un SPOF, ça n'est pas un single point of failure, c'est pas un point unique de panne possible, c'est tout simplement un service AWS. Et qu'est-ce qu'on a vu maintes fois avec les services AWS, c'est que eux-mêmes disposent de leur propre capacité de mise à l'échelle. Ce sont des applications qui sont découplées et donc qui sont réparties sur des dizaines de serveurs avec différents liens réseau et avec des temps de latence de réponse à la milliseconde. Et donc, si la charge augmente trop, eh bien ELB sera aussi, lui, réparti sur plusieurs serveurs. En général, pour saturer un serveur en équilibreur de charge, il faut quand même des milliers de sessions quand même, puisque une session c'est quasiment que au moment où on l'établit. Le problème c'est surtout si dans une seconde je me retrouve avec 200 000 personnes dans la même seconde, et bien là je vais carrément avoir mon instance qui va s'écrouler. Et du coup c'est le gros avantage d'AWS, c'est que le LB lui est directement préparé, puisque les instances qui seront disponibles pour ce service sont déjà allumées, sont déjà opérationnelles, et n'attendent que ça, de pouvoir se mettre directement à disposition en cas de pic. Et alors, troisième cas d'usage, où l'ELB, au lieu de se retrouver directement visible depuis Internet, eh bien, se retrouve être positionné en interne, où les instances de nos réseaux publics pourront accéder à notre ELB. Pourquoi? Pour atteindre les applications, les instances dites de back-end, dans lesquelles il y a l'applicatif ou les bases de données qui sont hébergées, pour répondre directement aux instances qui, elles, sont dans le sous-réseau public. On peut imaginer que à ce moment-là, on ait une Virtual Private Gateway ou un Direct Connect, un lien vers notre entreprise, que nos utilisateurs souhaitent accéder à une application, mais que cette application ne soit pas disponible depuis Internet, qu'elle soit disponible que pour eux, parce que c'est une application stratégique, et le cloud, AWS, leur permettra, eh bien, justement, l'Elastic Load Balancing, l'autoscaling, la mise à l'échelle, la tolérance de panne, etc., mais en restant en interne, le LB invisible de l'Internet. Et bien entendu, voilà, le LB lui-même pourra aussi se mettre à l'échelle, tout comme les applications, les bases de données, les frontaux web, enfin l'intégralité de toutes les fonctions découplées ont ces capacités. Voilà, donc passons rapidement au résumé de notre classique load balancer. Alors, il permet la haute disponibilité, la vérification de l'état des ressources, on a vu, les fonctionnalités de sécurité, le transfert de charge SSL. Alors ça c'est un terme un peu barbare pour dire tout simplement que les écouteurs des serveurs web, les écouteurs du load balancer vont écouter du trafic web en HTTP. Et bien en fait le transfert de charge SSL c'est le fait de supporter aussi le HTTPS. Voilà, donc que les sessions en TLS, en SSL, voilà, sont chiffrées, c'est ça en fait qu'il faut retenir. Et même si on est en interne dans notre VPC, on peut quand même chiffrer les communications. Ensuite, on a les sessions permanentes, vous vous souvenez des sticky sessions. On a la prise en charge du protocole IPv6, donc ça, c'est en fonction des besoins. Il y a des utilisateurs qui utilisent l'IPv6 pour certaines communications et redirigent d'autres sur de l'IPv4 en même temps. Alors, on a l'équilibrage de charge
au niveau de la couche 4 et 7. Alors pourquoi? Tout simplement parce que c'est le load balancer classique et qui va être capable à la fois de faire du réseau ou de l'applicatif. Il fait du réseau grâce aux entêtes des paquets réseau qui vont lui permettre d'aller au niveau 4 dirigé en fonction des équipements, mais au niveau 7 aussi, c'est-à-dire que l'entête des paquets eh bien, contiennent un paquet qui lui contient des informations liées à l'application. Et en fonction de l'application concernée, de la fonction concernée, le niveau 7 va permettre de faire un routage, on va dire, plus intelligent. On va le voir juste après, c'est juste pour vous dire que le classique, c'est un peu le couteau suisse qu'il est capable de faire les deux. La surveillance des opérations, ben, on n'en parle pas, on l'a déjà vu, et la journalisation, alors là, on a l'habitude de se dire qu'il y a des journaux, des logs, des fichiers dans lesquels sont notés des événements qui ont lieu dans les services, dans les applications. Et ces fichiers ont la capacité d'être transmis à CloudTrail, qui est aussi un service AWS qui a aussi sa propre capacité de mise à l'échelle, etc., qui lui va être capable, même s'il y a énormément d'entrées, d'enregistrer tout ce qui est sécurité en termes d'accès aux ressources à partir d'API, donc ces interfaces de programmation applicative là, qui permettent soit à un utilisateur à partir de sa console de faire un appel via une API, soit une application ou une ressource d'utiliser elle-même l'API pour accéder à un service ou une ressource. Et du coup, CloudTrail, lui, va être capable de centraliser toutes ces informations en disant tel jour, telle heure, à telle seconde sur cet équipement, voilà toutes les API qui ont réalisé une connexion et qui ont réalisé une action, et voilà le contenu de l'action. Donc, qui a fait quoi et quand en API sur quelle ressource. C'est le métier des audits principalement, puisque CloudTrail est un service qui permet qui est beaucoup utilisé pour les audits, et principalement les audits de sécurité. Alors, c'était pas vraiment prévu, mais j'ai quand même tenu à vous rajouter un résumé sur l'application load balancer, donc cet équilibreur de charge au niveau applicatif. Donc lui, il fait véritablement du routage basé sur le contenu du paquet réseau, c'est ce que je vous disais. Et il va faire du routage par exemple en fonction du serveur, basé sur le chemin d'accès, sur les entêtes HTTP, sur la méthode HTTP, sur le routage basé sur les paramètres de la chaîne de requêtes. Alors là, il y a vraiment de la doc pour les développeurs qui développent des applications. Ils peuvent vraiment se faire plaisir. Vous pouvez bien sûr router en fonction de l'adresse IP source. Donc le seeder, vous vous souvenez, dans notre VPC. Ensuite, on va passer un rapide résumé sur le Network Load Balancer, le troisième et dernier. Donc lui fait de l'équilibrage de charge basé sur la connexion. Donc là, pensez au niveau réseau. On est à la couche 4 du modèle OSI, et véritablement, ses gros avantages, c'est la haute disponibilité, les débits élevés et la faible latence. Alors là, vous avez un service où, contrairement au classique ou à l'applicatif, où là on a d'un côté le couteau suisse et de l'autre côté du haut niveau, puisqu'on est au niveau 7, là on est un petit peu plus bas niveau, mais par contre on est plus en mode efficacité. C'est-à-dire que là, on va pouvoir encaisser des dizaines de milliers de connexions simultanées et surtout préserver l'IP source. C'est-à-dire que derrière, l'applicatif va pouvoir savoir à quel IP, ce qui n'est pas le cas forcément au niveau applicatif, puisque là il s'agit de fonctions réseau qui sont plus réalisées par Route 53 ou par les frontaux web. L'applicatif elle-même n'a pas forcément conscience de à qui elle parle. Par contre, avec ce niveau-là, l'application peut avoir conscience de l'adresse IP, et ça peut être très intéressant. Je pense par exemple à toutes les entreprises qui font, vous savez,
de la collecte de données personnelles sur les utilisateurs, en se disant, bon bah tiens, lui, il se connecte tout le temps de cette IP là, et de cette adresse IP, on sait que cet utilisateur, il adore telle chose, tel machin, donc dans les suggestions, dans la publicité, dans ces choses-là, ça peut être très utile de connaître la personne à qui on parle. Alors, voilà, on arrive maintenant au terme de cette présentation. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrousser les manches, on va se connecter à la console et on va faire un petit peu de LB. Donc pour ceux qui ont le temps, je vous dis à tout de suite, et puis ceux qui ne l'ont pas, eh bien, je vous dis comme d'habitude à très bientôt.